est ravie de vous retrouver ce matin avec le son en plus et l'image. Donc, pour vous parler des solutions d'économie d'énergie et de décarbonation pour l'industrie. Donc, je vous propose de démarrer. Je suis Aurélie Picard, je suis déléguée générale du comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques. Donc, c'est une association qui réunit l'État et les industriels de la transition énergétique pour faire de la transition énergétique une opportunité de nous réindustrialiser. Donc, lié à la question de l'investissement dans la transition et du développement des technologies et de l'industrie en France en particulier, lié à la transition énergétique. Donc, je vais vous dire quelques mots d'introduction pour présenter Je décarbone et ensuite, Antoine Beauvois vous présentera ce tour d'horizon des solutions d'économie d'énergie et de décarbonation. Donc, vous pourrez poser vos questions après la présentation d'Antoine. On aura une quinzaine de minutes pour ça. Donc, avant de rentrer dans le détail de ces solutions, pour placer dans son contexte mon propos, quelques mots sur Je décarbone. Je décarbone a été lancé il y a 1 an. Il poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, faciliter vos projets d'économie d'énergie, de décarbonation, les accélérer, les dérisquer. Et dans le même temps, le deuxième objectif qu'il poursuit, qui est un objectif qui traverse toute l'action du comité stratégique de filière, c'est de développer l'industrie de la décarbonation et des économies d'énergie. Et donc, pour ce faire, on travaille la mise en relation entre ceux d'entre vous qui ont des problématiques d'économie et de décarbonation et ceux d'entre vous qui ont des solutions. Et pour ce faire, on a 4 outils principaux. On a un site internet que j'espère vous connaissez déjà, je-décarbone.fr, sur lesquels vous pouvez trouver plein d'informations pour construire, accélérer, dérisquer votre projet. Des informations financières, des informations sur les types de partenaires avec lesquels vous pouvez monter votre projet et des informations sur les technologies. Et c'est l'objet ce matin de notre webinaire. Dans ce site internet, vous avez également une plateforme dans laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et vous pouvez, si vous êtes en train de construire votre projet d'économie d'énergie et de décarbonation, décrire votre projet et être contacté par des gens qui ont des solutions, ou chercher dans l'annuaire des solutions avec les différents filtres mis en place, les solutions qui peuvent servir votre projet. Et de l'autre côté, si vous êtes offreur de solutions, vous pouvez vous référencer, donner des exemples de mise en œuvre de vos technologies et puis également contacter des acteurs qui ont des projets auxquels vous pouvez répondre. Cette démarche est complétée par des rencontres dans les territoires. Nous avons déjà été à Pau, à Lille, d'ici la fin du mois à Marseille, bientôt à Metz, et nous poursuivons ce tour de France pour venir au plus près avec vous, pouvoir avoir des rencontres entre partenaires et partager des expériences, de l'information. Et donc, ce matin, je suis ravie de lancer le 4e outil, donc les webinaires, qu'on a prévu d'un point de vue mensuel, avec 2 grands types de rencontres, de présentations, des présentations transverses, thématiques, comme ce matin, et puis on aura également des témoignages d'industriels qui ont monté leur projet et qui viendront partager avec vous leur expérience. Donc, comme vous l'avez compris, Je décarbone, c'est une communauté des acteurs de la décarbonation, une communauté qui grandit vite, et on s'en réjouit. Elle s'appuie sur une équipe pilote d'une dizaine d'industriels partenaires qui soutiennent la démarche avec l'ADEME, qui nous cofinance. Également une trentaine d'associations, donc une démarche très large, associations parties prenantes qui nous aident à monter notamment les démarches dans les territoires et à animer au niveau national et territorial cette démarche. Et donc aujourd'hui, vous êtes plus de 2900 utilisateurs sur la plateforme. Il y a plus de 500 entreprises qui ont décrit leurs solutions et vous avez donc plus de 630 solutions qui sont présentes sur la plateforme. Et je tiens à rassurer, à témoigner, voilà, et c'est ce que montre cette dernière diapositive, que toutes les entreprises sont représentées. C'est une plateforme qui est faite pour vous, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre territoire. Vous voyez sur cette slide que voilà, la participation dans la plateforme est représentative du tissu industriel et de sa diversité. Donc, sans plus tarder, pour passer au vif du sujet, je donne la parole à Antoine pour vous présenter les solutions. Merci Aurélie, bonjour à tous. Je tourne l'écran comme ça. Bonjour à tous, donc Antoine Beauvois, je suis chargé de mission décarbonation au sein des nouveaux systèmes énergétiques et donc je travaille en particulier sur Je décarbone et notamment ce webinaire. Donc on a voulu pour ce premier webinaire vous donner
faire un tour d'horizon plus exhaustif possible, sans trop rentrer en profondeur, en essayant de vulgariser un maximum des solutions d'économie d'énergie et de décarbonation pour l'industrie. On a des solutions qui se répercutent dans d'autres secteurs, mais là, on se focalise sur l'industrie. Peut-être démarrer, pour être très opérationnel tout de suite, en parlant économie d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser rapidement, facilement, pour faire des économies d'énergie tangibles, et souvent avec un faible investissement. On a plusieurs leviers qui existent. Vous pouvez penser tout de suite à la supervision des machines, réglage des températures, par exemple, des fours industriels, réglage des moteurs. On pense également à la gestion des cycles, de systèmes de pilotage numérique, que ce soit de pilotage pour l'achat de votre énergie ou pour la consommation tout court. Sur les moteurs, par exemple, une petite anecdote, on estime qu'il y a à peu près 15 millions de moteurs en France, que sur ces 15 millions, il y en a 15% maximum qui sont équipés d'un variateur de vitesse. Un variateur de vitesse, ça vous permet de faire des économies de 20 à 30% immédiatement avec un investissement extrêmement faible. Et ça vous prolonge aussi votre moteur, ça prolonge la durée de vie de votre moteur d'environ 10%. Donc, c'est ce genre de levier facilement activable qu'on peut mettre en place rapidement. Qui demande un peu plus d'effort aussi, on a la substitution technologique. Donc là, on parle de technologies plus efficaces. On peut penser aux boucles de chaleur fatales, donc directement sur les brûleurs, par exemple, brûleurs régénératifs, sur une chaudière autorécupératrice. Et on détaillera un peu plus par la suite, mais il y a aussi toute une gamme de solutions de récupération et de valorisation de chaleur fatale ou perdue, ça dépend des noms, qui permettent de récupérer cette chaleur perdue. Donc je vous le disais, on se situe en général entre 10 et 30% d'économie d'énergie, donc c'est quand même considérable. Ça fait des gains immédiats sur une facture énergétique, bien sûr. Très souvent, dans la plupart des cas, ce sont des retours sur investissement qui sont courts. Et l'avantage, c'est que ça vous engage dès le début vers une première étape de décarbonation. Si vous voulez aller plus loin, l'efficacité énergétique, bien sûr, ne suffira pas et il faut s'engager, il faut rentrer plus largement dans les procédés. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans les process industriels? Vous voyez à l'écran qui s'affiche un diagramme qui représente la consommation finale d'énergie dans l'industrie en France. Alors, c'est les données 2019, mais juste un détail. Donc, sur la colonne de gauche, c'est les vecteurs énergétiques auxquels on est habitué, électricité, gaz, produits pétroliers. On retrouve aussi dans l'industrie chaleur commercialisée via des réseaux de chaleur. Et sur la droite, c'est la partie peut-être un peu moins connue. On retrouve en fait deux grandes familles, les moteurs électriques, dont je viens de vous parler, et la chaleur. Les usages énergétiques de chaleur représentent 70% de la consommation finale de l'industrie en France. Donc, 70% de la consommation finale est fléchée vers la production de chaleur. On compte pas les matières premières quand on dit ça, mais c'est considérable. Sachant que le reste, pour origine électricité, on peut à peu près dire que décarboner son industrie en France, c'est décarboner sa chaleur, son approvisionnement en chaleur. Vous voyez aussi encore un peu à droite un camembert qui vous donne à peu près les gaps de température de cette chaleur qui est consommée dans l'industrie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un tiers qui se situe sous les 100 degrés. Donc là, on a plein de solutions de décarbonation pour réduire son empreinte CO2, on en viendra. Un tiers entre 100 et 400 degrés. Là, pareil, un peu plus difficile d'atteindre ça avec des solutions NR, mais on y arrive quand même. Et au-dessus de 400 degrés, c'est là où ça se complique un peu. On a aussi une palette de solutions qui existent. Et je voudrais juste finir sur cette slide en parlant un tout petit peu des matières premières. Donc, vous voyez que l'enjeu de décarbonation ne se limite pas à l'énergie. La preuve, c'est que la majorité des produits pétroliers sont utilisés en tant que matière première dans l'industrie. Et donc, c'est une étape encore après, bien sûr, mais il faut aussi avoir en tête que décarboner son approvisionnement énergétique, ça ne fait pas tout non plus. Et il faut aussi penser en amont de la chaîne aux matières premières qui rentrent sur un site industriel. Si on se focalise quand même sur l'énergie, parce que ça reste le nerf de la guerre, en tout cas dans un premier temps. Alors, vous avez ce schéma que je vous invite à ne surtout pas parcourir tout seul au début. Donc, on va essayer de le faire ensemble rapidement. Donc, au centre, vous retrouvez ce qu'on a déjà dit, mais production de chaleur à peu près 70%, force motrice 20%. Juste en dessous, vous avez 5 blocs avec les process clés un peu. Donc, cuisson qui fait à peu près 60% de la consommation de chaleur. Le séchage, à peu près 25%. Chauffage des fluides, par exemple pour la production de vapeur, pour la production d'eau chaude. Et la distillation, qui est un peu plus spécifique, qu'on retrouve notamment dans le raffinage du pétrole et dans la chimie. Tout de suite sur le haut du schéma, vous avez les leviers d'économie d'énergie qu'on a déjà évoqués. Donc l'efficacité énergétique à droite en violet, je l'ai déjà un peu développé. Et sur la gauche, valorisation de chaleur fatale, valorisation de chaleur perdue, c'est à peu près la même chose. On a 4 grandes familles qui permettent de récupérer la chaleur fatale. C'est avec les échangeurs sur fumée de four, qui montent à des températures élevées, mais c'est parce que les fumées de four sont à des températures élevées. Les économiseurs sur fumée de chaudière, les échangeurs sur buée de séchage, donc là on est au niveau des séchoirs, et les condenseurs de groupe froid. On estime en France qu'on a un potentiel d'environ 100 TWh de chaleur fatale à la louche, et que sur ces 100 TWh, il y en a la moitié qui est en dessous de 100 degrés. Donc
facilement captable et facilement valorisable. Et vous voyez les 4 petites flèches qui sortent de cette boîte chaleur fatale. La chaleur se transforme très bien, elle se stocke très bien également, on y reviendra, elle se transporte un peu moins bien, mais en tout cas, elle se transforme très bien. Et donc, on peut faire de l'électricité, on peut entraîner, on crée une force motrice, pardon, donc entraîner un moteur derrière, produire du froid, évidemment, consommer la chaleur telle quelle, ou rehausser sa température avec une pompe à chaleur, par exemple, pour l'inclure dans un nouveau process. On a dit que la chaleur était majoritaire, on voit bien, le schéma est déséquilibré, il y a surtout du rouge, ça témoigne bien de ce qu'on disait au début. Sur la gauche de votre écran, vous avez la plupart des solutions hors électrification, on y reviendra juste après, pour produire de la chaleur bas carbone. Donc, si on commence par le bas, le stockage thermique, on en a parlé, c'est plus une brique qui permet l'intégration des ENR, et notamment pour la géothermie et solaire thermique. On n'a pas de système solaire thermique qui existe sans brique de stockage, ça va toujours avec. Et le réseau de chaleur qui permet de faire communiquer sur un bassin industriel plusieurs sites, et donc par exemple intégrer la chaleur fatale d'un site et la transférer vers un autre. Sur solaire thermique, donc en dessous de 100, 120 degrés, on est sur des capteurs classiques, capteurs plans, géothermie basse énergie, très basse énergie. Donc là, c'est des géothermies qui fonctionnent avec une pompe à chaleur ou directement en prélevant de l'eau chaude dans une nappe phréatique sur des zones spécifiques, c'est-à-dire avec une activité magmatique, par exemple. On a la géothermie moyenne énergie et haute énergie. Donc là, c'est vraiment spécifique sur un territoire. Ça peut pas se faire partout, contrairement à la géothermie basse température. Et pour monter toujours dans cette famille, donc solaire thermique, géothermie, donc hors combustion, là on est vraiment sur de solutions hors combustion. On a le solaire thermique à concentration qui s'intègre bien, qui est plus une étape en tout cas en France de démonstrateur, là où le solaire thermique est en étape de diffusion, on va dire, donc c'est prouvé et ça s'installe de plus en plus. Solaire thermique à concentration, les différentes technologies permettent de monter jusqu'à environ 400 degrés pour produire de l'eau chaude, de la vapeur ou de l'huile réchauffée. Si on va au niveau de la combustion, on retrouve notre biogaz, nos gaz de synthèse, notre biométhane, qui sont obtenus par épuration de biogaz, les contrats d'achat BPA de biogaz, le bois énergie bien sûr, et les déchets. Là, on monte largement au-delà de 10 000 degrés et on peut couvrir, si on raisonne uniquement température, c'est pas le seul critère, mais si on raisonne uniquement température, on peut couvrir tous les besoins de procédés. On a également toute une famille de solutions, et là je vous invite à regarder sur le bas de votre écran, d'électrification et de production de chaleur, toute gamme de températures confondues, tout process confondu, vous voyez. La difficulté principale, ça va être pour les températures élevées, au-dessus de 1000 degrés. Et donc là, il faut vraiment rentrer dans le process. Donc on va voir les fours arcs électriques, par exemple, pour la sidérurgie, des résistances également de l'induction. Donc là, toute une palette mature technologiquement. On estime un potentiel d'électrification à 2035 entre 50 et 70 TWh sur les 270 TWh de chaleur consommée dont je vous parlais au début. Donc c'est quand même considérable. Mais ça fait pas tout et donc ça explique qu'on a aussi besoin des leviers sur la gauche. Sur la droite de votre écran, vous avez plutôt les blocs en jaune. Donc là, c'est de l'approvisionnement électrique. On peut directement tirer sur le réseau électrique nucléaire ENR. Pareil avec des contrats d'achat qui passent par le réseau ou qui sont juste à côté de votre site industriel. Les panneaux solaires en autoconsommation qui présentent une bonne solution, par exemple, pour l'éclairage. Encore une fois, ça dépend de votre site industriel, mais si vous consommez de la chaleur, les panneaux solaires en autoconsommation ne pourront pas faire remplir tous vos besoins énergétiques. Et évidemment, comme toutes les ENR, le stockage d'électricité sur site favorise l'intégration de ces ENR, notamment dans des microgrids. Et je conclurai sur alors 3 petits blocs un peu particuliers dans ce schéma. Le SMR nucléaire que vous voyez, alors qui n'est pas mature, qui n'est pas mature actuellement, pardon, et qui permet de produire à la fois de l'électricité jusqu'à 20-30 mégawatts sur site et l'énergie thermique jusqu'à 60-80 mégawatts. Donc ça c'est considérable, surtout en termes d'énergie thermique. On est sur largement une chaufferie industrielle. Deuxième bloc un peu particulier, séquestration et valorisation du CO2. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement vous dire que c'est des usages qui devraient être réservés pour les émissions qu'on a du mal à abattre autrement. La disponibilité du stockage étant limitée. Et enfin, et ça reboucle avec le commentaire qu'on a fait au début sur les matières premières, l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène dans l'industrie aujourd'hui est surtout envisagé pour décarboner l'entrée en matière première. Alors on peut aussi le brûler l'hydrogène. Il y a encore plusieurs enjeux techniques pour avoir des brûleurs 100% hydrogène de taille conséquente. Mais en tout cas, l'hydrogène bas carbone trouve des applications directes en tant que matière première décarbonée. Évidemment, il faut le produire de manière décarbonée en amont. Et pour conclure, donc, si on essaie d'être très opérationnel assez vite, donc on a vraiment des leviers d'économie d'énergie à activer rapidement avec un très bon retour sur investissement. Donc je me répète, mais supervision des machines,
système de pilotage numérique, substitution de briques technologiques plus efficaces, récupération de chaleur fatale. On a un gisement conséquent en France qui est encore sous-exploité aujourd'hui. Réaliser ensuite un diagnostic approfondi, c'est la deuxième étape, qui est clé si vous voulez vraiment rentrer dans une démarche de décarbonation durable et assurer votre compétitivité long terme. Donc là, il faut vraiment rentrer dans la spécificité de chaque procédé et même, j'irai plus loin dans la spécificité de chaque site industriel. Deux sites industriels de production de briques en terre cuite ne vont pas se ressembler. Et donc, l'intégration, par exemple, de chaleur fatale sur un site existant n'est pas aussi aisée d'un site à l'autre. Donc, c'est aussi important de rentrer dans la spécificité, dans l'unicité de votre site industriel. En gardant en tête qu'encore une fois, la chaleur est clé et que dans une démarche un peu plus long terme, il est intéressant aussi de commencer à réfléchir aux intrants au-delà de l'approvisionnement énergétique. Et donc, le troisième point qui est toute la raison d'être de Jeux Décarbone, c'est aussi de vous entourer des bons partenaires, en interne bien sûr, mais aussi externes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cette plateforme pour vous permettre d'avoir, mais je paraphrase ce que dit Aurélie, mais d'avoir l'offre française qui est vraiment développée sur toutes les technos que je viens de vous montrer. On a à chaque fois des acteurs français qui sont présents sur pratiquement toute la chaîne de valeur et donc qui sont là pour vous accompagner. J'en ai fini, je suis disponible pour vos questions, enfin nous sommes disponibles pour vos questions et je vous remercie pour votre attention. Gardez les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on vous répondra par mail. Voilà, on répondra aux dernières questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Puis surtout, on vous rassure, on aura le plaisir de pouvoir vous retrouver tous les mois, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Et donc, notre prochain rendez-vous est le 7 juillet. Et ce sera le partage d'une expérience qui fera l'objet du webinaire. Un industriel viendra vous présenter son projet de décarbonation et vous pourrez lui poser les questions. On espère que ce webinaire a pu répondre à une grande partie de vos questions. On voit qu'elles sont nombreuses et on prendra le temps d'y répondre. Surtout, il y a beaucoup d'informations sur le site, donc sur les questions financières, sur les questions de partenariat, sur les questions de technologie et pour les mises en relation, la plateforme qui est accessible à partir du site. C'est un plaisir d'avoir été avec vous ce matin et on espère au mois prochain. Bonne journée à tous. Bonne journée.